Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour votre rendez-vous mensuel Planète Médecin, l'émission de la CSMF, une émission animée par le président en personne, le docteur Jean-Paul Ortiz. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Yann et bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, la retraite du médecin libéral. Enfin, nous sommes en direct, nous répondrons donc à toutes vos questions, celles que vous vous poserez grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Et nos invités du jour sont... Ce soir, nos invités sont le docteur Stéphane Landé, médecin généraliste à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, et expert sur le dossier retraite à la CSMF, et le docteur Yannick Frézé, médecin généraliste à Rive-de-Gier, dans la Loire, et président de la CSMF Jeunes Médecins. Alors, avant de commencer, vous avez souhaité, Jean-Paul, prendre un petit peu de temps pour faire un petit débrief de l'actualité qui est chaude et chargée en ce moment. Le JDD a publié dimanche une très longue interview d'Agnès Buzyn. Elle défend d'ailleurs depuis hier son projet « Sauver la sécurité sociale » devant les députés. On aurait pu faire d'ailleurs une émission complète sur ce sujet. Quel est votre avis sur ce projet ? Le projet de PLFSS de cette année ressemble pour une grande partie à ce que nous avons déjà connu dans le passé. Nous avons un Ondam qui est à 2,3, c'est la promesse du président de la République lorsqu'il était encore candidat. Et on voit à l'intérieur de la découpe de cet objectif de dépenses que la ville aura un objectif à 2,4, c'est-à-dire 0,2 de plus que l'hôpital. Néanmoins, il faut remarquer que l'objectif à 2,4, c'est ce qui a été réalisé en 2016. Donc, il est clair que le virage ambulatoire nécessite plus de moyens, mais la situation économique est très contrainte. Dans ce projet, deux grands axes qui sont intéressants, c'est le côté innovation et aussi le côté télémédecine, où on va pouvoir développer la télémédecine. Enfin, le développement de la télémédecine. Agnès Buzyn a aussi dimanche annoncé que le tiers payant devenait généralisable, ce qui signifie qu'il ne sera plus obligatoire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les médecins ? Très clairement, Yann, c'est la victoire de la CSMF. C'est la victoire de tous les médecins qui ont refusé de se soumettre à cette mesure emblématique de Marisol Touraine. Oui, nous sommes satisfaits parce que nous ne voulions pas d'un tiers payant obligatoire pour tout et pour tous. Nous sommes favorables à un tiers payant social, c'est-à-dire qui permette aux populations les plus défavorisées d'accéder à la médecine libérale au-delà de ce qui est obligatoire par la loi, la CMU, la CMUC, la CS, mais nous voulons que le tiers payant soit utilisé par le médecin lorsqu'il le veut et lorsqu'il le décide. Nous ne voulons pas d'une obligation. Agnès Buzyn l'a clairement dit, un tiers payant généralisable, c'est un tiers payant qui sera possible techniquement, mais les médecins le feront ou ne le feront pas en fonction de ce qu'ils décideront vis-à-vis de leurs patients. Je pense que c'est une excellente nouvelle, c'est vraiment une belle victoire. On a bataillé fort, mais on y est arrivé. 2 ans de lutte contre ce tiers payant généralisé. Alors, un autre sujet chaud relevé par la ministre et défendu par le ministre, c'est l'élargissement de la vaccination obligatoire. Là encore, qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'ai dit d'emblée, c'est une décision courageuse que nous attendions des pouvoirs publics. Marisol Touraine avait le rapport de la commission Fischer sur son bureau. Depuis des mois, elle n'a rien fait. Agnès Buzyn, dès qu'elle est arrivée au ministère, elle a dit « Je rendrai la vaccination obligatoire pour les enfants de moins de 2 ans, les 11 vaccins nécessaires ». Enfin, on a un ministre qui prend une décision ferme en matière de santé publique. Nous l'accompagnerons parce que c'est un défi que les médecins libéraux sont tout à fait prêts à relever. Il faut mettre fin à l'obscurantisme. Des pays n'ont pas accès à la vaccination. On voit trop d'enfants qui meurent dans ces pays-là. Nous avons cette chance en France. Il faut absolument que tous nos enfants soient vaccinés correctement pour éradiquer un certain nombre de maladies et permettre à ceux qui ne peuvent pas vacciner d'être protégés. C'est un devoir individuel, c'est aussi un devoir collectif. Quant aux soignants, moi je les appelle, en particulier les médecins libéraux, à se vacciner contre la grippe, parce que c'est un devoir moral et éthique vis-à-vis de nos patients. Donc une décision courageuse avec une opinion publique qui n'est pas forcément derrière la ministre. Tout à fait. Autre plan de la ministre, c'est le plan d'accès et de lutte contre les déserts médicaux. Là encore, votre analyse ?
Le plan d'accès contre les déserts médicaux qui a été présenté à Chalus, et j'y étais invité dans la délégation nationale, reprend beaucoup d'éléments que nous avions proposés lorsque la CSMF a dévoilé son plan contre les déserts médicaux lors de ma conférence de presse en juillet dernier. Nous nous en félicitons. J'ai un regret, c'est qu'un certain nombre de mesures ne vont pas assez loin, ne vont pas assez vite, parce qu'il faut aller vite. Et on en parlera probablement d'ailleurs à propos de la retraite ce soir, où on pourrait faire un peu plus pour encourager et maintenir cette offre de soins dans les territoires. Mais là aussi, Agnès Buzyn a clairement dit qu'elle était opposée à des mesures coercitives, qu'elle voulait développer les mesures incitative, c'est un panel de mesures, c'est une série de mesures qu'il faut développer. Ça va dans le bon sens et nous sommes prêts à l'accompagner sur ce plan des déserts médicaux, même s'il faudra probablement lui donner un peu plus de corps, un peu plus d'ampleur et d'ambition. Donc globalement, si je vous écoute, des décisions qui vont dans le bon sens avec des propositions reprises de ce que vous aviez pu faire ces derniers temps. Écoutez, le dialogue est revenu. Déjà, c'est une grande chose. Nous allons pouvoir juger aux actes si on continue à aller dans cette impression qui est favorable. On va voir avec la négociation conventionnelle qui doit s'ouvrir en décembre. Les prochains mois vont être décisifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un dialogue qui est revenu. Nous avons le sentiment qu'Agnès Buzyn commence à prendre la mesure des problèmes, en particulier en matière de santé publique. Est-ce qu'elle arrivera à réformer l'hôpital comme cela est nécessaire ? Là, j'ai une vraie interrogation. Donc, à voir. Donc justement, commençons notre dossier d'aujourd'hui, qui est un dossier aussi chaud et qui occupera le gouvernement pour d'autres choses les prochains mois, la retraite. Pourquoi avoir choisi ce sujet aujourd'hui, le sujet de la retraite des médecins libéraux ? À l'heure où les médecins sont encouragés à travailler plus longtemps, nous avons choisi de faire le point sur la retraite, qui est un sujet souvent mal connu des médecins libéraux. La retraite du médecin est constituée de 3 régimes qui fonctionnent par points, avec un âge légal de 62 ans. Le régime de base piloté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le régime complémentaire vieillesse géré par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la CAMF, l'ASV ou l'avantage supplémentaire vieillesse, issu de la négociation des médecins avec l'assurance maladie. L'ASV est la base du socle conventionnel. Alors justement, avant d'aller un petit peu plus loin avec Stéphane Landais là-dessus, j'ai une petite question, Yannick Frézet. Pour les jeunes médecins, est-ce que c'est une vraie préoccupation la retraite ou est-ce que c'est trop loin d'eux ? Alors, ce n'est pas la préoccupation principale, effectivement, puisque les préoccupations principales en début d'exercice sont justement ce début d'exercice, notre installation, notre vie personnelle, voilà, les modalités, effectivement, de cabinet et de mise en place de toutes nos structures professionnelles. Donc, ça ne fait pas partie, effectivement, des priorités des jeunes médecins, ce qui est dommage, d'ailleurs, puisque c'est un point extrêmement important de notre vie, sur lequel il va falloir s'intéresser. Comme dans tout domaine, bien évidemment, d'activité professionnelle, la retraite est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance, donc il faut y réfléchir. Et c'est vrai que la mission que nous menons effectivement à la CSMF Jeunes Médecins, c'est également de transmettre l'information, justement, d'être préoccupé par ce thème, par ce sujet, même en début d'exercice. Souvent, les jeunes, en général, dans la société, disent « on cotise, mais on n'aura rien ». Qu'est-ce que vous en pensez en tant que jeune médecin qui s'occupe un peu de ces problèmes-là? Il existe beaucoup d'incertitudes, effectivement, sur les régimes retraite. C'est dans le cas dans notre profession, mais ce n'est pas forcément que pour nous, médecins. Quand on voit effectivement l'évolution des régimes de retraite, les discussions qu'on peut avoir, oui, il est logique de s'inquiéter, effectivement. Après, on fait tout, notamment au niveau conventionnel, et la dernière convention en a apporté la preuve, pour garantir une partie de ce régime retraite, effectivement. Les discussions sont toujours axées sur le maintien de ce régime-là. Donc voilà, il est temps de s'en préoccuper maintenant et de s'y intéresser. Tout le monde n'a pas effectivement la préoccupation principale de la retraite quand on s'installe, mais c'est un point important à ne pas négliger. Donc je crois que le lien est tout fait avec la question d'après. Justement, la CSMF a publié un guide sur la retraite en 2017. Il y a des chiffres assez intéressants. Et justement, combien coûte la retraite? Combien les médecins vont cotiser? Qu'est-ce qu'ils vont toucher ou peuvent espérer toucher une fois la retraite? Alors, le coût pour un médecin de secteur 1 et pour un médecin de secteur 2, ce sera différent. Pour un médecin de secteur 1, le coût représentera à peu près 18% des revenus, alors que pour un médecin de secteur 2, ça va représenter près de 24%. Alors,
En juin 2016, on avait établi que pour un revenu moyen de 87 000 euros, ça représentait pour un médecin de secteur 1, tout régime confondu, environ 16 000 euros, alors que pour un médecin de secteur 2, ça représentait près de 21 000 euros. Ça, c'est le coût de la cotisation. Voilà. Et donc, Annuellement. Annuellement. Et donc, pour compléter cette notion de coût, il faut parler de la récupération de la mise. Et donc, en ce qui concerne cette récupération, tout régime confondu, ça prend 12 ans et demi pour un médecin en secteur 1 et ça prend un peu plus de 16 ans et demi pour un médecin de secteur 2. Et cerise sur le gâteau, il faut reparler de l'ASV dont Jean-Paul parlait tout à l'heure, parce que là, c'est un régime qui est particulièrement performant dans la mesure où la mise pour un médecin de secteur 1, elle se récupère en 5 ans et demi. Il n'y a pas meilleur rendement sur le marché. Et pour un médecin de secteur 2 qui, lui, a à sa charge toute la cotisation ASV, ça prendra près de 16 ans. Voilà pour le coût. Maintenant, combien ça rapporte ? Alors, si je devais résumer d'une phrase, je dirais que ça rapporte 1 000 euros par an et par année cotisée. Ça veut dire que, globalement, on cotise 30 ans, ça fait 31 500 euros, toujours sur la base des 87 000 euros dont je vous parlais tout à l'heure. Donc 31 500 euros, ce qui représente 2 623 euros par mois. Sur ces 31 500 euros, c'est hors prélèvement. Bien sûr, il faudra déduire ces prélèvements que vous connaissez tous, la CSG, la CRDS et la CASA. Ce qui veut dire, Stéphane, excusez-moi de vous interrompre, que l'augmentation de la CSG d'1,7 va peser sur nos médecins actuellement retraités, donc ils vont perdre en pouvoir d'achat. Exactement, sans contrepartie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les prélèvements, c'est 7,4%, ce qui représente annuellement 2 200 euros. Il va falloir ajouter 1,7 à ça. Et c'est pas neutre. 1,7 sur la CSG, d'accord ? Ce qui n'est pas neutre, ce qui représente un peu plus de 500 euros par an. Si on compare à des cadres qui gagnent à peu près la même chose que des médecins, si on prend des cadres supérieurs. À revenu égal, le premier chiffre à retenir, c'est qu'un cadre salarié va cotiser 27% de plus. D'accord. Ses charges vont être 27% supplémentaires par rapport à un médecin libéral. Le deuxième élément, c'est que lui va cotiser 42 ans, alors que nous, en moyenne, nous allons cotiser 30 ans. C'est ce qui explique ce différentiel entre le revenu, entre la retraite du médecin libéral et du cadre salarié. Le médecin libéral, la retraite va représenter 40% de son revenu, alors que pour le cadre salarié, ça va représenter près de 70%. Mais il faut introduire une autre notion, à savoir que dans le système de retraite par répartition, il y a la notion de solidarité qui entre en jeu uniquement pour les médecins libéraux. D'accord. Donc une petite question justement, Jean-Paul. Est-ce que dans ce cadre-là, justement, avec ce qu'on vient de dire, ça vaut le coup de prendre une retraite complémentaire ? Yann, Stéphane commençait à aborder justement ce problème qu'il y a eu dans le pays et qu'il y a eu en particulier chez les médecins. Est-ce que nous restons attachés à une retraite dite par répartition ou est-ce qu'on va vers une retraite par capitalisation ? Et à la CSMM, nous avions toujours prôné un attachement à la retraite par répartition parce qu'il y a une solidarité intergénérationnelle, mais aussi parce qu'une partie de la retraite par répartition, on en parlait à l'instant avec l'ASV, fait partie de l'engagement conventionnel, et en particulier pour les médecins secteur 1, elle est particulièrement rentable. C'est ce que nous expliquait Stéphane à l'instant. Néanmoins, on voit bien que le niveau de retraite, en plus amputé avec le 1,7 de CSG qui va se rajouter cette année, est un niveau de retraite qui n'est pas très élevé pour une population et une catégorie socio-professionnelle qui a été habituée à des niveaux de revenus plus élevés. On ne récupère que 40% du niveau moyen de revenus que nous avions antérieurement lorsqu'on était en activité. D'où il est nécessaire que chacun se constitue une retraite par capitalisation en plus de ce socle de retraite par répartition. Et la retraite par répartition, c'est à chacun de se la faire, si j'ose dire, parce qu'on sait bien que la retraite par capitalisation,
c'est très aléatoire. On connaît bien les problèmes de bourse, on sait très bien que l'immobilier peut monter, puis après, il peut stagner. Et puis à l'intérieur d'une vie professionnelle ou d'une vie tout court, vous pouvez avoir besoin, à tel ou tel moment, d'aller piocher dans ce que vous aviez mis pour votre retraite, dans le cas d'une retraite par capitalisation. Donc, la capitalisation a forcément, tout au long d'une vie d'un individu, un côté aléatoire sur lequel il faut en être tout à fait conscient au départ et sur lequel il faut intégrer cette notion-là. Donc nous sommes attachés à une retraite par répartition, qui est le socle, et chaque individu doit pouvoir, avec en plus les modalités d'avantages fiscaux qui existent aujourd'hui, avec la loi Madelin, avec les PERP, etc., de se constituer un complément de retraite que chacun fera à la mesure de ses moyens et de ce qu'il peut estimer être ses besoins demain. Pour essayer justement de limiter cette chute de train de vie entre la partie active et la partie retraite. Justement, pour un jeune médecin, qu'est-ce qu'on se dit? On fait confiance à la retraite classique? Est-ce qu'on va commencer dès le départ à compléter? Alors, la retraite classique est un point extrêmement important. Jean-Paul Ortiz vient de l'évoquer. Je pense qu'effectivement, là-dessus, il a présenté vraiment les tenants et les aboutissants et je n'y reviendrai pas. La retraite complémentaire, effectivement, quel que soit l'âge, que vous soyez jeune médecin installé ou exerçant depuis 10 ans, depuis 20 ans, il n'y a pas d'âge pour constituer une retraite complémentaire. Je pense que c'est nécessaire. C'est un bonus, c'est un plus. Il faut le faire assez tôt. Il faut le faire relativement tôt. Si je peux me permettre, parce que sinon, après, l'effort est beaucoup trop important. L'effort est trop important. Tôt. Il faut y penser tôt, c'est reprendre mon propos de tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, et à mettre en place immédiatement. Le problème, c'est le manque d'informations qu'on a là-dessus. Dans le cadre de notre formation initiale universitaire, nous n'avons pas d'informations transmises justement sur ces modalités, sur ces contrats, sur tout l'existant, alors qu'effectivement, la moitié ou plus des médecins formés vont exercer une activité libérale. Donc il faut effectivement aller chercher l'information. On demande effectivement depuis très longtemps que les libéraux interviennent dans le cadre des cursus initiaux de formation de médecins, voilà, qu'on découvre l'entreprise libérale. Voilà, ça c'est parfait. Et la deuxième chose, effectivement, l'information passe également par les URPS, et voilà, j'en parle effectivement parce que je l'ai mis en place dans ma région, avec des cellules installation où on informe les médecins, les jeunes médecins, les internes, sur toutes les possibilités de retraite complémentaire. C'est qu'aujourd'hui, c'est souvent plus notre banquier qui nous parle des choses à faire pour mais pas compléter sa retraite. Mais pas que. Voilà, lui est très intéressé, mais pas que. Que les formations initiales. Justement, comment on va calculer l'âge de départ à la retraite? Alors, Jean-Paul parlait tout à l'heure des 3 régimes obligatoires auxquels doivent être affiliés tous médecins exerçant une activité libérale. Et donc, en termes d'âge, Jean-Paul a dit aussi tout à l'heure que l'âge légal, c'était 62 ans. Je rajouterais que ces 62 ans, c'est un départ à 62 ans à condition... excusez-moi, ça dépend de la génération en fait. Parce que, par exemple, l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 ans pour la génération 55. Et il se trouve que, en termes de régime de base, qui est aussi un régime par points, comme disait Jean-Paul tout à l'heure, mais c'est aussi un régime par trimestre, il faut acquérir un certain nombre de trimestres. Et ce nombre de trimestres va augmenter avec les générations successives. C'est 166 trimestres pour la génération 55, pour arriver à 172 trimestres pour la génération 73. C'est-à-dire qu'on passe de 41 ans et demi de cotisation à 43 ans de cotisation. Or, à 62 ans... on n'a pas les trimestres en tant que médecin. La majorité des médecins n'a pas ces trimestres. Oui. Donc, c'est vrai qu'on peut partir à la retraite à 62 ans, mais en fait, c'est un leurre. Et partir à la retraite dans ces conditions à 62 ans, ça sera une retraite à taux minoré, parce qu'on va y avoir une décote en termes de régime de base, et qu'en plus, à 62 ans, ça sera une retraite à taux minoré et à nombre de points diminué en ce qui concerne la complémentaire vieillesse et l'ASV. Alors là, si on part avant, il y aura aussi une décote. Donc, pour avoir une retraite à taux plein, il faut avoir le nombre de trimestres requis pour une génération donnée. Et si on ne les a pas, la solution qui marche encore avant la prochaine réforme, c'est qu'il faut attendre l'âge de 67 ans, où là, on a un âge pour le régime de base sans décote, quel que soit le nombre de trimestres que nous aurons collationné. Mais pour la complémentaire vieillesse et l'ASV, l'âge qu'il faut retenir, c'est 65 ans.
Parce que si on part à 62 ans, on aura une décote de 15%. Au-delà des questions techniques et financières, il y a la question de la préparation de la retraite qui se fait parfois en plusieurs étapes. Je vous propose de regarder un premier reportage. Nous partons à la rencontre du docteur Georges Siavelis, médecin généraliste à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, et qui part à la retraite en avril 2018. Depuis un peu plus d'un mois, Gérard Gaillot se rend à son cabinet 3 jours par semaine, du mardi au jeudi. À 66 ans, ce médecin généraliste a choisi le cumul emploi-retraite. Je crois qu'il faut une double organisation parce qu'il faut organiser les deux temps, à la fois organiser la retraite et organiser la partie emploi. Donc très souvent, de façon à pouvoir satisfaire le maximum de patients, il faut augmenter un peu les plages horaires de consultation principalement et garder également un temps pour faire les visites à domicile et les visites dans les établissements de santé, essentiellement pour personnes âgées. Et je crois qu'aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a des zones désertifiées, c'est une solution pour pouvoir répondre aussi à la demande de soins. J'ai prévenu mes patients qu'à partir du 1er juillet et surtout à partir du 1er septembre, j'allais avoir une durée d'activité qui allait se réduire. Une majorité me remercie aujourd'hui de continuer à travailler parce qu'ils se rendent compte que si j'avais cessé mon activité de façon permanente, ça leur poserait de très gros problèmes pour retrouver un médecin traitant. Gérard Gaillot exerce à Jouy, dans le centre Val-de-Loire. Cette région rurale est l'une des plus touchées par le manque de médecins et spécialistes. Il ne fallait surtout pas me parler de retraite. C'est une chose que je n'envisageais pas du tout. Je voulais continuer à pouvoir travailler, à suivre mes patients. Moi, j'ai déjà pris la décision depuis 2 ans de limiter l'accès d'une patientèle à mon cabinet. Et ayant pris la décision de m'arrêter, il ne me paraît pas convenable de continuer à prendre des patients en plus alors que je réduis mon activité. Je compte avoir cette activité de cumul emploi-retraite pendant 2 ans. Ça, c'est avec certitude. Peut-être un petit peu plus. Tout dépendra justement de la possibilité ou non d'avoir un successeur. Actuellement, plus de 16 000 médecins cumulent retraite et emploi, soit 20% des retraités. J'espère que notre ami Gérald Gaillot ne nous en voudra pas, parce qu'il y a une petite invention de reportage. Vous avez annoncé le docteur Georges Siavelis, et c'est bien Gérald Gaillot qui nous a parlé du cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite peut être une transition en douceur entre l'activité et la cessation complète, pour avoir plus de temps, pour ne pas lâcher sa patientèle et commencer à organiser sa retraite. Qu'en pensez-vous, Stéphane, dans votre situation? Est-ce que vous pensez que c'est facile à faire? Comment vous voyez les choses, en particulier à la lumière de ce reportage? Comment réagissez-vous? Le cumul emploi-retraite est une solution de transition pour le médecin qui désire conserver une petite activité ou conserver une activité identique, mais pour préparer le passage à une succession éventuelle. Et ça obéit à certaines règles, là aussi des règles simples pour pouvoir effectuer ce cumul emploi-retraite. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait un nombre il faut que le médecin ait acquis un nombre de trimestres suffisant, qu'il ait son nombre requis, parce que sinon il sera limité, en faisant du cumul, il sera limité en revenus à ce qu'on appelle un PAS, c'est-à-dire à un plafond annuel de sécurité sociale, c'est-à-dire 39 228 €. Donc il faut qu'il ait son nombre de trimestres requis et il faut qu'il ait liquidé toutes ses retraites obligatoires. Et donc dans ce cas de figure, à partir de 62 ans, il lui est possible de faire un cumul emploi-retraite, qui est une mesure de transition, qui est une façon de diminuer un peu son activité, qui est une façon de préparer l'avenir avec une succession éventuelle. Est-ce que ce n'est pas aussi une solution, c'est bien entendu pas la seule, pour répondre à la problématique des déserts médicaux, où on voit malheureusement trop souvent des médecins qui arrivent en fin de carrière et qui n'arrivent pas à trouver de successeur, et c'est peut-être l'occasion à ce moment-là de... C'est un point important que vous soulignez ça, parce que c'est peut-être aussi pendant cette période-là, des quelques années qui restent comme activité, où il faudrait peut-être se regrouper, peut-être favoriser la maîtrise de stage, peut-être entamer tout un process
d'actions qui vont permettre de préparer l'avenir et d'attirer les jeunes dans cette profession qui est encore un petit peu trop délaissée par les jeunes diplômés. Yannick Ce Fraisse. qu'il faudrait, excusez-moi Yann, ce qu'il faudra absolument obtenir, c'est que dans ce cadre-là, les plafonds et les décotes, en tout cas la prise en charge des cotisations, puisqu'on a bien compris que dans le régime de retraite par répartition, il y avait forcément des cotisations, y compris lorsqu'on fait un cumul emploi-retraite, il faudrait que ces cotisations-là soient mieux prises en charge par l'assurance maladie pour favoriser ces cumuls emploi-retraite dans les zones sous-denses. Le plafond vient d'être un petit peu relevé de ce point de vue-là, mais je pense que cette mesure doit être largement élargie de façon à encourager ces médecins qui veulent partir à la retraite tout en continuant une petite activité de 2 ou 3 jours par semaine, par exemple. Je vous propose de regarder le deuxième reportage, et là, nous aurons le docteur Georges Siavelis, médecin généraliste à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, et qui part à la retraite en avril 2018. Georges Siavelis est médecin généraliste à Noisy-le-Sec, en banlieue parisienne, depuis plus de 25 ans. En avril 2018, il doit partir à la retraite. C'est pas simple du tout pour partir à la retraite. J'ai appelé tous les organismes parce que j'ai vu mon activité un petit peu particulière, public-privé, pour demander le dossier. Et je les ai reçus il y a quelques jours. J'ai commencé à les feuilleter. C'est vraiment du tracas parce qu'il faut chercher les années du service militaire, de l'externat, de l'internat, des choses qu'on a quasiment oubliées, mais malheureusement, il faut être un petit peu structuré quand même pour ne pas passer à côté. Je suis obligé d'arrêter les 2 activités hospitalières et libérales que j'ai, sinon je ne peux pas bénéficier de ma retraite. Et bien entendu, je continuerai à assumer une continuité des soins de mon cabinet, faute de trouver quelqu'un pour me remplacer. J'avais l'âge de la retraite depuis pratiquement 1 an, 1 an et demi. Donc j'ai commencé à parler à mes patients pour leur dire que j'envisage de partir. Et maintenant où les choses sont un petit peu, disons, plus cristallisées, plus fermes, bien entendu, tous mes patients ils savent qu'à partir du 1er avril, je serai à la retraite, mais que j'assumerai quand même un certain nombre de consultations à mon cabinet. Georges Siavelis reçoit 30 à 40 patients par jour, sans rendez-vous. Cette patiente vient depuis plus de 20 ans. La confiance est installée, c'est un peu, beaucoup même, je dirais, difficile à accepter son départ. Je continuerai à lui faire confiance, donc à accepter sûrement le remplaçant qu'il va y avoir à sa place. Donc je ne vais pas chercher ailleurs et je pense je vais continuer à voir son remplaçant. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Dans ce cabinet pluriprofessionnel et pluridisciplinaire, les autres médecins généralistes s'inquiètent de sa retraite prochaine. Son départ à la retraite va être très difficile pour nous parce qu'on est déjà quand même assez saturé. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, c'était une journée calme, entre guillemets. J'en ai vu 40 pour une journée calme. Qu'est-ce que c'est les journées où il y a les épidémies? Donc pour moi, c'est impossible d'absorber sa patientèle. On va essayer de trouver des remplaçants, mais c'est très très compliqué vu le peu d'internes qu'il y a. Chaque année, de nombreux cabinets sont confrontés à cette problématique. En 2016, plus de 6000 médecins sont partis à la retraite. On voit bien, Yannick, qu'abandonner sa clientèle et ses patients lorsqu'on arrive à l'âge de la retraite est difficile. Comment vous réagissez à ce reportage ? C'est pas simple, effectivement. Après, le dernier médecin du reportage parlait effectivement du remplacement et de la succession. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que nous soyons attractifs dans nos cabinets. Favoriser les exercices regroupés, l'exercice coordonné. Voilà, l'association, effectivement, avec le cumul emploi-retraite dont on parlait en premier reportage, sont des solutions attractives pour les jeunes générations. Après, voilà, il faut également discuter de tout l'aménagement du territoire, qu'il soit médical, qu'il soit également personnel. Vous ne pouvez pas demander à une famille d'aller dans un coin d'un clocher perdu, tout seul, là où l'État s'est désengagé de services publics. Il y a beaucoup de choses pour répondre aux problèmes de démographie. Le cumul emploi-retraite, vous en avez parlé, en est une. L'exercice regroupé coordonné en est une autre. Travaillons là-dessus. La ministre, effectivement, penche là-dessus et on va l'accompagner et y réfléchir ensemble. Alors, j'ai une petite question, parce que le médecin,
en parle un petit peu. Il dit que ça a été compliqué pour lui, toutes ces démarches d'attendre, de voir ce qu'il fallait faire, à qui s'adresser. Jean-Paul, quelles sont les formalités à accomplir justement pour pouvoir toucher sa retraite en cas de cessation d'activité? Alors je crois que d'abord, il faut bien se renseigner pour savoir à quel âge. Et Stéphane nous en parlait tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, les services d'information, en particulier celui de la CAMF, sont relativement bien faits. Et vérifier que tous les trimestres où on a exercé, où on a été éventuellement salarié avant d'exercer en libéral, ont été pris en compte, puisque dans le régime de base, bien entendu, tout ça compte. Une fois qu'on a cet âge qui est déterminé, voir si on est intéressé pour partir un peu avant et les implications que ça peut avoir, et puis réfléchir à des cumuls emploi-retraite chaque fois qu'on le juge utile, faisable et qu'on en a le goût. C'est vrai que c'est pas facile d'abandonner sa patientèle. On est tellement attaché à nos patients, c'est un métier où c'est difficile de lâcher des années de vie professionnelle comme ça. N'est-ce pas, Stéphane ? Oui, vous avez raison. Mais le témoignage de Georges Siavelis démontre que les choses ont un petit peu changé dans la mesure où, avant, il suffisait de décider de prendre sa retraite et on trouvait un successeur facilement. Maintenant, non seulement il faut prévoir au moins 1 an à l'avance la liquidation de sa retraite, ce qui suppose tout un tas de mesures administratives qui prennent du temps et ça prend 1 an, mais le témoignage de Georges Siavelis nous démontre que la préparation d'une liquidation de retraite doit s'anticiper plusieurs années auparavant pour justement anticiper les évolutions sociétales, les besoins de la population. Et ça, c'est très très important de voir que c'est une préparation qui se fait en 2 étapes successives et qu'il ne faut pas négliger ça, il faut le souligner. Si je peux me permettre, je voudrais juste rappeler sur les trimestres. Les trimestres salariés et libéraux se cumulent, il faut qu'ils ne soient pas concomitants. Sinon, on ne peut pas. Ça, c'est aussi une donnée importante. Une dernière question avant de passer aux questions des téléspectateurs. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance au niveau des démarches administratives pour une cessation? Une liquidation de retraite pure, sans préparer la succession, mais la liquidation de retraite stricto sensu, ça c'est 1 an avant. D'accord, donc c'est un an avant, il faut, donc ça s'anticipe quand même pas mal. Donc justement, passons aux questions des téléspectateurs que vous nous avez posées durant l'émission. La première que j'ai, c'est que faire des dossiers médicaux lorsqu'il n'y a pas de reprise de patientèle et quelles sont les obligations légales? L'obligation légale est de 10 ans, mais d'une manière générale, qu'ils soient en cessation d'activité ou non, on conseille aux médecins libéraux de conserver leurs dossiers médicaux de leurs patients durant au moins 20 ans, pour 2 raisons. Pour conserver les preuves nécessaires à une éventuelle défense en cas de litige, comme il n'y a pas de délai de prescription juridique. Et la deuxième raison, c'est pour garantir les droits d'accès du patient aux informations le concernant. Alors, deuxième question, pourquoi ne peut-on pas liquider sa retraite salariée sans liquider au même moment sa retraite libérale? Stéphane, c'est pour vous. Quand on liquide sa retraite, on est obligé de liquider toutes les retraites, y compris la retraite salariée. Mais si après on veut conserver son activité salariée, il suffit de rompre le contrat et le jour même, on refait un autre contrat et le contrat salarié reprend comme avant. Mais il faut d'abord le rompre. D'accord, c'est une règle. On liquide et on refait un nouveau contrat. Si on veut derrière. poursuivre, on a le droit. Alors j'ai une autre question d'un téléspectateur. Quel est le meilleur moment de l'année pour prendre sa retraite? Ça, c'est une question technique, c'est très simple. C'est que pour la CAMF, c'est le premier jour du trimestre qui suit la cessation de la date de l'activité. Autrement dit, il y a 4 dates. C'est 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Très simple à retenir. Très simple à retenir. Et une dernière question pour le coup. Pourquoi en cas de cumul emploi-retraite doit-on cotiser à la CAMF à fonds perdus? Ça, c'est dans le cadre du cumul emploi-retraite où on cotise sans droit. Mais ça, c'est un peu lié au principe de solidarité. Quand nous cotisons, ça n'est pas pour notre propre retraite, dans le cadre d'une retraite par répartition. Et donc, on obéit au principe de solidarité où nous cotisons pour les confrères. Donc, quand on liquide sa retraite, on perçoit la retraite grâce aux cotisations fournies par les confrères. Et, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais d'un point de vue éthique, moi, ça ne me choque pas,
même si c'est un point de vue financier, c'est peut-être plus contestable, eh bien, on est obligé de cotiser sans droit. Mais si vraiment on est rétif à ce type de décision, il suffit de continuer à travailler sans prendre sa retraite, et en plus, on bénéficiera de la bonification de 3% par an, de 65 ans à 70 ans. Ok, parfait. Avant de conclure, j'aimerais vous demander à tous les deux, allez, deux, trois mots, deux, trois idées rapides de conclusion pour résumer un peu ce qui est important, ou résumer la discussion qu'on vient d'avoir. Alors moi je le ferai bref en une phrase, la retraite, soyez intéressés le plus tôt possible. Voilà, c'est ma conclusion de l'émission et je crois que ça résume bien nos débats d'aujourd'hui. Finalement, les jeunes sont sages. Exactement, vous avez raison. En ce qui me concerne, moi je dirais, il y a 3 idées simples. Il faut anticiper longtemps à l'avance, il faut diversifier, une retraite par répartition ne suffit pas, il faut aussi une retraite par capitalisation, et il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux conditions nouvelles, aux évolutions de la société, aux désirs des nouvelles générations. D'accord. Merci pour ces 2 mots de conclusion. Donc justement, pour tout savoir sur la retraite des médecins, la CSMF et le syndicat des médecins concernés par la retraite édite chaque année un guide dont nous avons parlé un peu tout à l'heure et que vous pouvez consulter sur le site de la CSMF. L'adresse s'affiche en bas de votre écran et Jean-Paul Ortiz vous le montre à l'instant. Voilà, n'oubliez pas, non, je me suis perdu, désolé, dans mes fiches. Nous arrivons à la conclusion de cette émission et elle appartient à Jean-Paul, le président de la CSMF. Oui, je crois que le sujet du jour est un sujet très important pour l'ensemble des médecins libéraux. Nous sommes et nous continuons à être attachés à cette retraite par répartition, à une partie de notre retraite qui est prise en charge dans le cadre conventionnel, et ça fait partie du socle conventionnel. C'est l'engagement que les médecins conventionnels secteur 1 ont pris de respecter des tarifs contre une prise en charge partielle de leur cotisation retraite, mais dans le même temps, il faut y penser avant, il faut y penser tôt pour faire un peu de retraite par capitalisation. Mais bien entendu, nous suivrons attentivement aussi l'actualité. Vous avez vu que le PLFSS, en cours de discussion à l'Assemblée nationale, nous a fourni beaucoup d'éléments. Et je le redis, j'ai noté avec grande satisfaction la fin de ce tiers payant généralisé obligatoire. Et je salue la victoire de la CSMF et de tous les médecins libéraux qui nous ont fait confiance et ont mené ce combat avec nous. Donc, merci à nos invités d'avoir accepté d'être présents ce soir sur le plateau avec nous. Je pense qu'on a eu une discussion assez riche et assez complète. N'oubliez pas le prochain rendez-vous, mercredi 29 novembre, en direct à 19h30. N'oubliez pas de parler aussi de Planète Médecin autour de vous à vos confrères. L'émission est disponible en replay sur les sites et de la CSMF et sur celui de Fréquence Médicale. Donc, vos collègues pourront venir le voir, cette émission très importante et intéressante. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Planète Médecin pour partager vos impressions. Bonne soirée à tous.